Épicurieux en deux. Donc on m'a envoyé ça. La viande va-t-elle disparaître par Jamie Épicurieux? Vidéo qui a 9 jours. Est-ce qu'on va cringer ou pas? Est-ce qu'on va cringer? 2013, un restaurant londonien a servi un plat très spécial. Le premier hamburger à base de viande de synthèse, de la Wouhou! viande élaborée en laboratoire. La note était Mais c'est pas naturel, hein. plutôt salée. 250 000 €. Objectif de ces recherches, sur une planète qui consomme de plus en plus de viande, trouver de nouveaux moyens de produire des protéines animales. Alors, on en est loin, et est-ce vraiment souhaitable? Il existe d'autres solutions, consommer moins, ou bien des protéines végétales, c'est parfois à s'y méprendre. Restez avec moi, on va tester tout ça. En 2019, en Suède, une marque de fast-food bien connue met au défi ses clients de faire la différence entre un burger classique, à base de viande, et un autre à base de protéines végétales. En commandant leur menu, les clients ont une chance sur deux de se voir servir le burger végétal. Ça me rappelle le meme qui a été partagé sur le Discord, là, je sais pas si vous avez vu. Ça m'a fait un peu délirer, celui-là. Alors, en fait, je pense que pour en vrai, il faut juste avoir vu tous les anti-véganes partager le meme complètement claqué au sol en fait, de l'inverse de ça, c'est-à-dire de mettre tous les ingrédients du Beyond Meat et de mettre juste viande à côté du truc de viande. Et du coup, Listening Veganologic, il a fait ça en faisant l'inverse. Ingrédients, Beyond Meat. C'est tout. Et après, tout le reste, c'est toutes les molécules présentes dans la viande, genre de la viande de bœuf. Ça m'a fait triper. Bref. À eux de deviner ensuite ce qu'il y a à l'intérieur. L'expérience rencontre un immense succès et le résultat est tout simplement incroyable. 44% des clients qui se sont prêtés au jeu ont été incapables de faire la différence. Du coup, j'ai décidé de faire le test. Alors, à vue de nez, ces deux steaks se ressemblent beaucoup, même si j'ai une petite idée. Ils ont à peu près la même apparence et la même texture. C'est étonnant comme approche pour sa vidéo de commencer comme ça. C'est-à-dire qu'il parle, on sent qu'il y a un argument un petit peu écologique en sous-main. On parle pas encore d'éthique, je sais pas si on va en parler par la suite, vraiment le côté exploitation, mise à mort des animaux. On sent qu'il y a un argument lié au changement climatique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est marrant de commencer la vidéo en parlant directement du goût des alternatives à la viande. On n'a pas vraiment parlé de l'impact sur le climat, ce qu'il faudrait faire, réduire le cheptel, etc. Tout de suite, on part sur un truc. Il existe des alternatives. Je vais faire un test entre, je sais pas, un steak, je sais pas de quoi du coup, et son alternative vegan pour voir si gustativement ça se vaut. Mais lequel contient de la vraie viande? La réponse se trouve sous les assiettes. À moi de deviner. C'est parti. Pas mal. Après, c'est sûr que c'est assez ludique, hein, du coup, comme intro de vidéo, mais c'est quand même assez étrange. J'ai connu mieux. Le voisin. Ça ressemble à de la viande. Mais bon, c'est quand même un peu trop fondant en bouche. Et puis, c'est aussi moins juteux. Non, je pense que la viande se trouve ici et le végétal ici. Verdict. Yes! Cela dit, la texture est quand même assez proche de celle de la vraie viande. Je comprends que l'on puisse confondre. Ça ressemble, disons, à une viande un peu trop cuite. Bon, en même temps, il faut comparer ce qui est comparable. On a comparé deux hamburgers de fast-food. Ça n'a rien à voir avec le steak haché de mon boucher. Et puis, c'est un steak haché, pas une bavette. J'aurais pu réaliser la même expérience avec des nuggets de poulet et des nuggets sans poulet. C'est à s'y méprendre. Et là encore, on compare des nuggets entre eux. On ne compare pas avec un poulet de Bresse. Ok, c'est très très bizarre là. Là, je commence vraiment à cringer. Mes détecteurs de bullshit commencent à s'activer au fond de moi, quoi. Ok, super. Élevé au grain et en plein air. Une fois qu'on a dit ça, comment expliquer cet engouement pour ces nouveaux produits alimentaires? Près de 20% des Français déclarent en avoir déjà consommé au moins une fois. Eh bien, si ces nouvelles offres alimentaires séduisent de plus en plus, c'est parce que globalement, la viande, on en mange trop. Ce n'est pas bon pour notre santé, ni pour la planète, et de plus en plus de consommateurs en sont conscients. On en consomme en moyenne. Alors, je suis juste curieux d'un truc. Je n'ai jamais vraiment regardé une vidéo de Jamie Épicurieux. Est-ce qu'on va avoir des sources dans la description de la vidéo? Roulement de tambour, zéro source. Zéro source, ok? Ni sur le climat, ni sur la nutrition. Si merde. 85 kg par personne et par an. C'est moins qu'avant. Mais 85 kg, c'est encore trop. Il a été démontré que la charge
C'est moins qu'avant. Oui et non, ça dépend quel référentiel tu prends parce que est-ce que j'ai les sources sur le Discord? Je sais plus si je les ai mis, mais je les ai en tout cas quelque part dans mes dossiers, ça c'est sûr. C'est moins que dans les années 2000. Dans les années 2000, effectivement, on était plus sur du 90, je crois. 90 kilos par habitant et par personne par an en France, mais ça reste une augmentation par rapport à pré-années 90 en fait. Donc années 90-2000, c'est vraiment le summum de la consommation de viande en France. Si tu prends effectivement ce référentiel-là, oui, ok, tu peux dire qu'on consomme moins, mais c'est déjà prendre le référentiel le plus élevé que tu pouvais prendre dans l'histoire, je pense, de ce pays, quoi. C'est pas hyper, en fait, honnête de dire on en mange moins qu'avant. On en mange juste moins qu'il y a 2 décennies, mais on en mange toujours plus qu'il y a, je pense, 5 décennies, par exemple. La charcuterie et la viande rouge augmentent les risques de maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et aussi l'apparition de certains cancers. Le cancer colorectal, par exemple, est plus fréquent chez les personnes qui consomment beaucoup de viande rouge. Pour toutes ces raisons, Ok, ça c'est vrai, mais en fait, moi ce qui me fait chier, c'est que c'est affirmé sans aucune source. Il y a même pas une capture d'écran d'un truc, c'est vraiment... si Jamy le dit, c'est que c'est probablement vrai, quoi. santé publique. Ça, encore une fois, c'est... Ok, il raconte pas de la merde par rapport à ça, mais en termes de méthodologie, c'est vraiment... c'est très très mauvais, quoi. C'est vraiment le fin fond du trou du cul, la méthodologie, quoi. France recommande de limiter la consommation de viande à 500 grammes par semaine. Pour quelqu'un qui se fait un peu passer pour Mister Science, je trouve ça vraiment très 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 limite. Ce qui correspond à 3 ou 4 steaks par semaine. En France, l'agriculture est le deuxième poste d'émission de gaz à effet de serre, 23% du total. Ok, ça on va voir sur le Discord, j'avais mis un truc. Après j'ai les sources aussi sur ma réponse à Pas Vegan sur le climat, qui était une masterclass, mais non, c'était pas ça. Ça, c'est 2020, mais ok, oui, en fait, voilà, c'est ça, c'est l'agriculture était en égalité avec le bâtiment résidentiel du pays, et 31% les transports. Ça pour la France, du coup. Mais du coup, ce qu'on voyait dans le rapport pour la Cour des comptes sur le lien entre élevage et climat, ça, je vais vous retrouver tout de suite la source, du coup. Il y a aucun souci. Alors, je crois que c'est... L'élevage émet autant de méthane que l'ensemble du parc de bâtiments en fait résidentiels du pays. Mais ça, je vais vous le retrouver tout de suite. Ok, rapport Cour des comptes. Ok, donc l'élevage bovin. Donc ça, c'est encore une fois, hein, j'avais cité, mais je le recite. Donc c'est rapport de la Cour des comptes, mai 2023. L'élevage bovin est ainsi responsable en France de 11,8% des émissions d'équivalent CO2, comparable à celles des bâtiments résidentiels du pays. Ok, donc là au moins vous avez une source. Et du coup, le rapport de la Cour des comptes se base notamment sur le site EPA et sur l'IDEL et sur d'autres organismes un petit peu comme ça officiels qui traitent ces questions-là en France. Et sur toutes les émissions issues de l'agriculture, les 3/4 proviennent de l'élevage. Parmi ces gaz, il y a le dioxyde de carbone, mais pas que. L'agriculture produit aussi du méthane et du protoxyde d'azote. Le méthane est produit par les ruminants, les vaches et les moutons dans leur système digestif. Il est essentiellement rejeté par la bouche quand ils éructent, quand ils rotent, si vous préférez. Le protoxyde d'azote, lui, est lié à la fabrication et l'utilisation N'oublions pas les insectes qui pètent aussi, encore une fois. d'engrais pour la production de fourrage et à l'épandage des fumiers et des lisiers. Le pouvoir de réchauffement global Du Jamy, ça vole pas plus haut que du Macless Guy, faut dire les termes. Attention, hein. Ça va vite me trigger si tu commences à parler de Macless Guy, donc attention. du protoxyde d'azote est 28 fois plus important que celui du CO2. Heureusement, ils disparaissent plus vite que le dioxyde de carbone. Bien sûr, toutes les viandes ne polluent pas de la même manière. 2 émettent plus de gaz à effet de serre que les autres. Il s'agit du bœuf et de l'agneau. La production d'1 kg de viande de bœuf émet 27 kg de gaz à effet de serre. La même quantité de... Franchement, ce genre de vidéo qui balance, mais il y a 3 affirmations empiriques par seconde, il y a 0 source, les gens. Il y a 0 source. T'es vraiment obligé de tout croire sur parole, quoi. C'est quand même une dinguerie, quoi. 1 kg de bœuf égale 27 kg de gaz à effet de serre. C'est quoi ta source? D'où vient cette info? Où t'as été pêché ce truc-là? Est-ce que ça vient d'une étude? Est-ce que ça vient, je sais pas, du ministère de l'Agriculture? Est-ce que ça vient d'une méta-analyse? D'où ça vient, en fait? D'où ça sort? de viande d'agneau, 39 kg. Voici de la viande rouge. Cette couleur, typique de la viande de bœuf, est due à une protéine, la myoglobine. Elle est présente dans la fibre musculaire, c'est elle qui stocke l'oxygène à l'intérieur du muscle pour le relâcher lors d'un effort physique. Dans un steak végétal, elle est remplacée par des colorants naturels et de l'extrait de betterave ou de la poudre de grenade. Mais pour reproduire le goût et la texture de la viande, c'est une autre paire de manches. Parler des aliments en les décrivant comme viande, bon, c'est les éléments de langage qui doivent changer. Moi, je suis scientifique, je vends des dentifrices et je suis présentateur dans une émission de télé. C'est exactement ça, en fait. Hein. Et pour cause. D'un côté, on a du muscle, autrement dit des protéines animales. De l'autre,
des protéines végétales issues de légumes et de légumineuses, du riz, des fèves, des pois chiches, des lentilles et même parfois des haricots. Alors on est d'accord, à la base, aucun de ces produits n'a goût de viande. Et pourtant, les fabricants de steaks végétaux ont surmonté cet obstacle en ajoutant un extrait de plante, la léghémoglobine. Il s'agit d'une protéine extraite du soja qui contient une molécule appelée lème. Non seulement cette molécule donne à la léghémoglobine un aspect rouge vif, car elle contient du fer qui est à l'origine de la couleur. Moi, dans Beyond Meat, il y a qu'un truc, il y a qu'un ingrédient, pas comme ces trucs chelous, ouais, de ouf. Dans le Beyond Meat, en fait, il y a que du Beyond Meat, hein, voilà, hein, c'est aussi simple que ça. Du sang, mais elle lui donne aussi une odeur et une saveur proche de celle de la viande de bœuf. Pour la texture, en revanche, c'est un peu plus. Moi, ce qui me fait vraiment aussi crédit dans cette vidéo, effectivement, c'est tous les gros plans sur sur les morceaux de chair, quoi, sur les morceaux de cadavres. Bref. Compliqué. Ce sont les fibres On a juste pas envie de voir ça. musculaires de la viande qui la rendent souple. Et pour l'instant, on n'arrive pas à trouver de fibres végétales aussi souples que celles de la viande. Elles sont plus rigides et donnent au steak végétal un aspect légèrement friable, parfois un peu pâteux. Soyons Est-ce que c'est vraiment intéressant de dire ça aussi? Est-ce qu'on s'en bat pas un peu les couilles? En fait, est-ce que dans une vidéo comme ça, on devrait pas simplement dire voilà l'impact des produits animaux sur le climat, voilà ce qu'il faudrait faire pour réduire cet impact-là, passer justement par des politiques gouvernementales qui invitent à une réduction, ok, une incitation à la réduction de consommation. On peut passer par des méthodes comme la taxation, empêcher à certaines industries de faire de la publicité, etc. Voilà, bon, il y a plein de choses à mettre en place. Et en plus de ça, bah, figurez-vous que vous n'avez pas vraiment beaucoup à perdre sur le plan gustatif parce qu'on a plein d'alternatives aujourd'hui qui seront ressemblantes, qui ont un bon goût, qui ont un peu la même texture, etc. En fait, ça devrait vraiment être un truc de fin de vidéo du genre, il va falloir réduire la consommation, ok, il va falloir mettre des politiques en place, mais c'est pas bien grave parce que non seulement ça permet de sauver des animaux, ça permet de sauver le climat, et en plus de ça, bah c'est très bon, voilà, ça a bon goût, etc. C'est facilement accessible, tout ça quoi. Enfin, si vraiment tu fais une vidéo honnête là-dessus, c'est comme ça que le plan doit être, tout simplement. Tu passes pas littéralement 6 minutes à parler, enfin il a pas littéralement passé 6 minutes, ok. Mais tu passes pas autant de temps à parler de la texture et du goût et du machin et de la teneur en protéines. Tout ça en fait c'est ultra secondaire, on s'en bat un peu les couilles. francs, c'est le point faible de ce produit alimentaire. Mais contrairement à ce que l'on pense, ils sont aussi riches en protéines. 100 grammes de soja contiennent 36 grammes de protéines végétales contre 26 grammes de protéines animales pour 100 grammes de bœuf. C'est également une bonne source de fibres. La viande, elle, en est dépourvue. Or, elles sont excellentes pour le bon fonctionnement de l'intestin. L'autre alternative pour remplacer la viande issue de l'élevage, c'est la viande de synthèse, de la viande fabriquée en laboratoire. On dit aussi la viande in vitro. Alors j'aurais bien aimé vous en apporter et même la goûter devant vous, mais on n'en trouve pas encore en Europe. Pour produire de la viande de synthèse, il faut un poulet ou une vache, en fonction de ce que l'on veut obtenir. Et aussi une petite boîte comme celle-ci, une boîte de pétri. On s'en sert dans les laboratoires pour cultiver toutes sortes de micro-organismes, des bactéries, des champignons ou des cellules. En l'occurrence, on va y placer des cellules souches, prélevées par exemple sur du tissu. Interdit en Italie, ouais, on en avait parlé de ça déjà, ouais, ça c'est indécent. Ça fait partie des risques qui arrivent avec voilà, l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir dans un pays, hein. Ça fait partie des implications pratiques désastreuses. Tissu musculaire de vache adulte. Ces cellules, qui ne sont pas encore différenciées, ont la capacité étonnante de se transformer en différents types de cellules. Neurones, globules rouges ou cellules musculaires pour produire de la viande. Tout dépend de la solution dans laquelle baignent les cellules. Le fameux burger à 250 000 € dont nous avons parlé tout à l'heure a été conçu de cette manière, dans une petite boîte de pétri. Il était composé de 20 000 fibres musculaires produites. Je sais pas s'il va parler de ça, mais c'est un... Attention, hein. Je veux dire, aujourd'hui, il y a de la viande de synthèse qui est littéralement disponible à la consommation. Il y a un pays en Asie, on trouve littéralement de la viande de synthèse dans les restaurants. Je me rappelle plus exactement c'est lequel. À partir. Mais c'est du coup c'est pas genre t'as pas un menu à 500 000 € hein, sur le dans le restaurant quoi. C'est des prix un peu normaux. Cellules souches. Plus incroyable, sur le même principe, une start-up australienne a réussi à créer cette année une boulette de viande à partir de protéines de mammouth. Alors a priori, comme ça, sur le papier, la viande in vitro présente pas mal d'avantages. N'étant pas issue de l'élevage, elle permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre, nécessiterait jusqu'à 95% d'eau en moins. Sans oublier que ce serait une manière d'obtenir de la viande sans avoir à
Toujours aucune source. À abattre des animaux. Pour toutes ces raisons, on la surnomme clean meat. Viande propre. Sauf qu'une étude récente réalisée par l'Université de Californie et publiée par la revue New Scientist Ah, on a quand même un petit mais. montre que l'empreinte carbone de la viande artificielle pourrait être beaucoup plus élevée que celle de la viande de bœuf. Cette viande in vitro est composée de nutriments qui doivent être purifiés. Or, le processus de purification destiné à éliminer des toxines contenues dans certaines bactéries est très polluant. Chaque kilogramme de viande de synthèse pourrait engendrer 4 à 25 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que la viande de bœuf classique. Il y a vraiment rien à faire de cette information parce que on n'a pas la source, on ne sait pas quelle est la méthodologie de l'étude, on ne sait pas sur quel type de... En fait, il y a tellement de paramètres qu'il faudrait checker dans l'étude en question pour savoir. Mais en plus, cette étude, je l'ai déjà lue, je crois. Je crois que j'ai déjà lu, c'est pas ouf. Oui, l'étude dont il parle, je crois que c'est un truc qui a déjà quelques temps. Genre, c'est pas un truc vraiment nouveau qui vient de sortir. Alors, que faut-il conclure de tout cela? Que l'on mange trop de viande? Assurément. Mais comment réduire? Certains ont choisi de renoncer à la viande pour la planète, le bien-être animal. Mais attention, adopter un régime sans viande, ça ne Le quoi? J'ai cru entendre parler de bien-être animal, non? J'ai peut-être mal entendu. s'improvise pas. La viande apporte de la vitamine B12, par exemple, qui contribue à la formation des globules rouges et qu'on ne trouve dans aucun aliment végétal. Mais Certains nutriments ne sont pas présents dans les légumes ou les légumineuses, ou alors ils résultent ouais, enfin, en fait, c'est pas du tout un argument intéressant de dire ça. Parce qu'il suffit juste d'avoir cette petite chose entre les mains et le problème est réglé. Voilà. Et je sais pas vous, mais moi, personnellement, entre avaler cette petite chose, alors pas le flacon évidemment, ce qui se trouve à l'intérieur, nous sommes d'accord, et égorger un animal, moi j'ai fait mon choix. d'associations minutieuses. Donc, il est fortement conseillé de consulter un médecin nutritionniste avant de s'engager dans une telle aventure. Non, fake news. Non, ça c'est faux. Bien sûr que non. Surtout, si Il on faut effectivement avoir quelques informations sous la main. Par exemple, savoir qu'il faut se complémenter en vitamine B12, bien sûr. Il faut faire attention à pas se restreindre sur le plan calorique, c'est-à-dire ne pas aller sur un déficit calorique. Par exemple, en commettant l'erreur de remplacer la chair animale, les produits animaux qui sont souvent assez denses caloriquement, par littéralement rien, ou simplement par des choses qui vont être très très pauvres caloriquement. Typiquement, pour prendre un exemple bidon, de la laitue ou de la salade, ok. Ça, c'est des erreurs communes, mais à part ça, il n'y a pas besoin de voir un nutritionniste, évidemment, pour passer une alimentation végétalienne. Team Cassis déçu, et ouais, j'ai fait le... Après, pour être honnête, j'ai pris au pif, hein. Je sais pas si j'ai déjà goûté à l'orange, mais... en silence avec des enfants ou des ados Il va falloir diviser la team éthique en deux clans, le clan orange et le clan Cassis. en pleine croissance. Attention aussi aux personnes fragiles. Dans cette petite boîte, il y a plus d'ingrédients que dans le Beyond Meat, c'est faux. Fake news, Serge Moisi. Tu propages la désinformation. Ce flacon ne contient qu'un seul ingrédient. Veg One, ok? Veg One. C'est la seule chose qu'on a dans ce flacon. Un seul ingrédient. L'autre solution, c'est de consommer moins, mais mieux. On l'a dit, Santé publique France recommande 500 grammes de viande par semaine. L'idée, c'est de bien choisir, de contrôler son origine, Attends, quoi? Attends. Bon, je suis obligé de remettre play, pardon, mais je vais enlever l'image qui est cringe. mais mieux. On l'a dit, Santé publique France recommande 500 grammes de viande par semaine. What? Oh, attends. La claim, c'est qu'elle recommande 500 grammes de viande par semaine, ou elle recommande de pas dépasser 500 grammes par semaine? Moi, je pense que c'est plutôt la deuxième affirmation qui est la vraie. Je pense pas que ce public Santé France conseille littéralement il faut consommer 500 grammes par semaine. Non, c'est ne dépassez pas 500 grammes par semaine. Attends, on va aller checker ça. L'idée, c'est de bien choisir. L'autre solution, c'est de consommer moins, mais mieux. On l'a dit, Santé publique France Santé publique France. On va faire un fact-checking de ça direct, parce que ça me semble très étonnant. Santé publique France. Ok, si je tape viande dans le bordel, est-ce qu'on va trouver un lien ou pas? Peut-être pas. De toute façon, l'autorité qui devrait être citée, ça serait peut-être plus l'ANSES. Genre, on sait que l'ANSES, par exemple, ça j'avais déjà checké, les recommandations de l'ANSES visant par un régime équilibré à diversifier les sources de protéines, blablabla, en limitant la consommation du viande à moins de 500 grammes par semaine sont toujours actuelles. On n'est pas en train de dire nous vous conseillons de consommer 500 grammes, on est en train de dire nous vous conseillons de ne pas dépasser 500 grammes, de limiter votre consommation à 500 grammes. Je pense en fait que Santé publique France se base sur les travaux de l'ANSES pour faire leurs recommandations. Donc Jamy, t'es gentil, mais recommande 500 grammes de viande par semaine. L'idée, Non. c'est de bien choisir, de contrôler ça du coup c'est complètement faux.
contrôler son origine, de discuter avec son boucher. Contrôler son origine, je vois pas. Alors, ça c'est complètement. Rappelez-vous le but de cette. Enfin, rappelez-vous le but supposé hein, de cette vidéo. On parle de limitation de la consommation de chair animale en raison de l'impact que ça a sur le climat, en raison de l'impact que sa production a sur le climat. Ok ? En quoi la provenance de ce produit a la moindre pertinence ? En quoi dire votre viande, si vous la prenez chez le boucher, c'est mieux que si vous la preniez chez, je sais pas, chez Leclerc. En quoi ça a la moindre pertinence? C'est complètement, en fait, encore une fois, c'est un non sequitur. Ça suit pas du tout. L'impact des émissions de gaz à effet de serre est le même pour l'élevage dans sa globalité. Hein. C'est pas parce que la vache a été égorgée avec un couteau bio, plutôt qu'un couteau pas bio, qu'il y a eu moins d'émissions de gaz à effet de serre. En fait, ça n'a aucun sens ce que Jamie est en train de dire ici. Contrôler son origine, de discuter. Contrôler son origine, ça n'a aucune incidence sur l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre, l'impact sur le climat et évidemment sur le côté éthique, moral de l'exploitation et de la mise à mort de l'individu sentient. Avec son boucher, en général, il sait où et comment l'animal a été élevé. Et alors? Ce sont des ruminants en fait. Les émissions de méthane sont les mêmes. Ça c'est juste effectivement... Ça, c'est juste un discours pro-consommation de produits animaux, enfin pro-consommation du coup de chair animale. C'est valable pour toutes les viandes, du bœuf à la volaille, en passant par le porc et l'agneau. Et puis, pour remplacer la viande que l'on a retirée de certains menus, eh bien, il y a des protéines végétales qui peuvent se présenter sous la forme... Je rappelle que vous avez des données là-dessus. Hein. J'avais fait une vidéo sur l'impact local versus non local sur l'alimentation et avec un focus évidemment sur les produits animaux. Les données démontrent que l'impact du transport, par exemple, sur l'impact total du produit final est vraiment extrêmement, quasiment en fait anecdotique. Elle est négligeable. L'écrasante majorité de l'impact, encore une fois en termes d'émissions de gaz à effet de serre de ce type d'aliments, concerne pour le coup les émissions par les vaches pendant leur vie. Le transport, tout le côté packaging, etc. n'a des émissions en fait complètement anecdotiques par rapport à ça. Ça, j'avais déjà partagé les données. Attendez, je vais vous le retrouver. Bon, ça, on voit que c'est ça, c'est les green gas. Donc voilà, émissions de gaz à effet de serre par kilogramme d'aliments produits. Donc on voit qu'effectivement le bœuf, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. De steak, de crêpes ou de nuggets. Essayez, mais n'attendez pas forcément de ces plats qu'ils se rapprochent de la viande classique en termes de goût. De toute façon, j'avais partagé vraiment le graphique, je crois, exact sur ma vidéo. Ah oui, c'est ça, Food Greenhouse Gas Emissions from the... Je sais plus si on le voit en gros, celui-là. Mais bref, en fait, du coup, le transport, c'est littéralement un tout petit... genre, littéralement, tout ça, là. Genre, le premier truc, là, c'est le bœuf. Tout ça, du coup, c'est déforestation, etc., land use. Tout ça, c'est littéralement les émissions, en fait, de la vache qui rumine, quoi. Et genre, le transport, c'est genre un tout petit truc, là, ça représente, je sais plus, même pas 2% du produit en fait en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et de texture, c'est une alimentation différente qui propose d'autres saveurs. Et d'ailleurs, là aussi, il y a à boire et à manger. Les substituts de viande n'affichent pas tous la même qualité. Il s'agit souvent d'aliments transformés. On y trouve de l'huile, du sucre, du sirop de glucose et de nombreux additifs émulsifiants, stabilisants et conservateurs. Voilà. Ok, mais en fait, je veux bien un argument basé sur des données pour expliquer pourquoi consommer potentiellement, je sais pas, des produits transformés qui contiennent, je sais pas, de l'huile, par exemple, aurait un impact négatif sur la santé par rapport à des alternatives. Je vous laisse dire. Et je veux bien aussi qu'on évite de faire genre c'est plus important que diminuer, limiter le changement climatique, voilà, réaliser les objectifs communs internationaux de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, etc. pour voilà, encore une fois, limiter le changement climatique. Ne faisons pas comme si le goût, etc. était plus important que ça en fait. Ces infos, si ça a du mal à passer, n'hésitez pas à revoir cette vidéo. Excellente semaine à toutes et à tous et à très vite pour une nouvelle vidéo épicurieuse. Très mauvaise vidéo. Hein. Là, en fait, dans toute cette vidéo, on a eu littéralement aucune capture d'écran d'aucune source scientifique. On a eu que dalle, zéro. Sur un youtubeur à 1,65 million d'abonnés, 105 000 vues en quelques jours, là, en 9 jours. Littéralement zéro source. Aïe aïe aïe, ne pas oublier que les protéines végétales sont dans la majorité sont des protéines incomplètes. C'est dur, c'est dur. J'ai du mal à croire la statistique de 85 kg par personne et par an. Si, c'est véridique. Enfin, j'ai ça quelque part. Je vais vous le trouver, attendez. J'ai des années de recherche sur la question du végétalisme dans mes dossiers sur mon PC. Voilà la donnée, ok?
Donc, consommation de viande en France entre 2000 et 2018 par kilogramme par habitant et par an. En fait, là, vous n'avez pas le haut du tableau, en fait, il y avait différents animaux. Et cette colonne-là, c'est le total, en fait. Donc là, en 2018, on est à 87,5 kg, ok, donc par habitant et par an en France. Et en fait, d'ailleurs, c'est un peu plus. Alors, c'est moins que, effectivement, comme je vous avais dit, vraiment le pic de consommation, c'est fin années 90, début années 2000. On est sur en gros du 80, un peu plus de 90 kg par habitant et par an. Mais on voit que il y a une diminution un peu progressive jusqu'en 2013, on va dire. On descend sous les 85 kg. Mais on voit que derrière, ça remonte un petit peu. Bon, ça stagne en fait. 85,6, 85,4, 85,4 en 2014, 2015, etc. Faudrait regarder les données 2022, etc., les données plus récentes. Mais du coup, 2018, 87,5. Donc il y a plus de consommation en 2018. Et il faut aussi se rendre compte que Interbev, par exemple, a redoublé d'efforts. L'industrie, voilà, les lobbies, FNSOA et tout, ont redoublé d'efforts en termes de marketing et de publicité ces dernières années pour refaire augmenter la consommation de produits animaux, notamment avec les campagnes de flexitarien, campagne pour la consommation de chair de veau, etc. Il y a eu beaucoup d'efforts marketing qui ont été faits ces dernières années par ces industries. Voilà. Donc là, c'est jusqu'à 2018, mais je dois avoir des données quelque part qui sont plus récentes. Vive la baisse, ouais. Paye ta baisse, quoi. C'est-à-dire qu'on a effectivement, c'est juste factuellement vrai de dire on consomme moins que à la fin des années 90, ok, mais en fait c'est pas très intéressant parce que la différence n'est pas très nette et qu'en plus c'est vraiment prendre le pic comme référentiel, c'est assez malhonnête comme stratégie, quoi, comme méthodologie. Je subsiste depuis des années sur des protéines incomplètes. Et ben tu es devenu quelqu'un d'incomplet, Serge Moisy. Tu es incomplet désormais.